Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cet événement, à cette deuxième étape du Climat Libé Tour qui investit cette fois la ville de Paris avant d'aller à Lyon, Marseille, Nantes et Dunkerque sur toute l'année 2023. Merci vous d'être déplacés aujourd'hui à cette heure-ci un dimanche et vraiment aussi nombreux, donc ça c'est très chouette. Pour cette deuxième étape du Climat Libé Tour, le premier sujet de la table ronde d'hier matin était sur le social et l'économie, et le premier thème qui a été débattu était celui du logement, celui du coût, celui de l'accessibilité, de la rénovation. La deuxième table ronde sur l'énergie a parlé du logement, du coût, de la réhabilitation. Ce matin, en continuant de préparer cette table ronde, j'ai reçu une petite notification sur le logement, le coût, la réhabilitation. Donc je pense qu'on est plutôt bien sur des sujets qui importent en ce moment, sur la question du climat, de la biodiversité. Donc ce sera un sujet large, mais qu'on va essayer de rendre dense, compréhensible, parce que même si c'est un sujet où plusieurs personnes m'ont dit « mais je comprends pas, tu vas parler de goudron, de bâtiments, de réhabilitation, c'est un peu loin », et ben en réalité c'est des questionnements qui touchent les vivants, à la fois l'humain, dans son quotidien, dans sa vie, dans les questions de précarité, les questions d'énergie, mais évidemment aussi les vivants, donc toutes les questions de biodiversité qu'on essaye de mettre en avant, mais qui peinent aussi à prendre leur place dans le débat et dans les faits. Et pourtant, cette biodiversité, on en a besoin aussi pour constituer notre ville, et ce sera un des gros enjeux à venir. Donc on va pouvoir parler de tout ça avec nos trois invités. Emmanuelle Coz, vous êtes ancienne ministre du Logement, vous êtes présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot sur l'Union sociale pour l'habitat pour mettre le cadre en une ou deux phrases? Bien sûr. Bonjour. Je pense qu'il faut. Non, il fonctionne, mais... Ah oui, pardon. Il faut que tu les allumes. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'Union sociale pour l'habitat, c'est l'union professionnelle qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux. Donc ça représente à peu près 600 membres, et cela, je suis à la tête de 5,6 millions logements, c'est-à-dire 20% des résidences principales. Voilà, donc il y a tout ça derrière Emmanuelle Coz. Aziza Akmouche, vous travaillez à l'OCDE, vous êtes la chef de la division des villes, des politiques urbaines et du développement durable, un gros portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour présenter votre travail donc, à l'Organisation de coopération et de développement économiques? Merci pour l'invitation. Donc l'OCDE est une structure intergouvernementale qui regroupe une quarantaine de pays, souvent les pays les plus avancés, les plus industrialisés de la planète, et notre mission est de conseiller les gouvernements de ces différents pays sur l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques publiques en général. Donc on travaille à la fois avec des gouvernements nationaux et des gouvernements locaux. On produit un certain nombre de données, on fait des examens de pays, on produit de la norme aussi juridique, des instruments qui mettent un dénominateur commun parmi les pays de l'OCDE en matière de politique publique, et on essaie d'appuyer, d'accompagner les processus de réforme au sens large. Et Nicolas Détry, vous êtes cofondateur et directeur de Yes We Camp. Pareil, est-ce que vous pouvez dire un petit mot rapide sur cette association qui investit plusieurs villes en France, plusieurs espaces dans des villes en France? Donc, Yes We Camp, une association qui fête ses 10 ans cette année, et ce qu'on sait bien faire avec notre groupe, on est une centaine de permanents avec des professions plutôt créatives, c'est qu'on réussit à avoir des lieux gratuitement en ville pendant plusieurs années. L'un des exemples qu'il y a eu assez récemment, pendant plusieurs années, et que vous connaissez peut-être, c'était les Grands Voisins à Paris, pour vous donner le... Voilà, il y a eu un « Ah, je vois ». Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais demander la parole à Emmanuelle Coz au début pour un peu nous parler du contexte. En février 2023, vous avez passé une audition devant le Sénat avec vos casquettes de présidente, mais aussi d'ancienne ministre du Logement. Et dans cette audition, vous parliez de l'évolution des politiques publiques sur la question de la rénovation, mais aussi de la création de nouveaux
nouveaux logements. Et dans ce que je comprenais de cette audition, et vous me direz si c'était bien le cas, c'est comme si ces dernières années, on était passé d'une politique de création de logements à une politique de création de logements et de rénovation. Est-ce que ça a été ça? Je vous laisse nuancer. C'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que déjà, il y a un contexte français qu'il faut qu'on ait tous en tête. C'est un pays très riche, où il y a tout. Je veux dire, les infrastructures, les ressources intellectuelles pour fabriquer de la ville et tout ça. Et c'est un pays qui souffre de mal logement depuis la Seconde Guerre mondiale à minima. J'évite d'aller dans le passé. Je veux dire par là que nous sommes un des rares pays industrialisés à continuer à se drainer un mal logement. Le mal logement, ce n'est pas que les gens sans logement, c'est des gens qui sont mal logés, donc c'est-à-dire qui vivent dans de la promiscuité, qui sont en suroccupation d'un logement, qui sont dans de l'habitat insalubre. Et je veux le redire parce que tant qu'on sera en échec en fait sur la permanence d'un mal logement qui touche plusieurs millions de personnes, la permanence d'un habitat insalubre qui n'est pas éradiqué totalement, contrairement à d'autres pays. Il y a plein de raisons historiques qui peuvent l'expliquer. Plus un logement qui est cher, parce que, pas partout, mais dans les grandes métropoles françaises, le logement est cher et ce n'est pas nouveau. Ça représente à peu près combien des dépenses dans un ménage, le loyer? Alors, je n'ai pas les stats en tête parce que je ne me suis pas... j'étais pas armée, non, mais... on voit, et ça dépend en fait des revenus des personnes. Ce que l'on voit, c'est que des personnes qui ont des revenus très faibles peuvent aller jusqu'à 50 ou 60% de leurs revenus pour payer un loyer. Quand je dis très faible, c'est des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ou aux alentours, ou jusqu'au SMIC. Mais pour beaucoup de personnes, y compris des personnes qui ont des revenus confortables, c'est 30%. Au moins 30% pour se loger. Et évidemment, là, je vous mets ça dans un contexte classique, hors hausse du coût de l'énergie, comme on l'a rencontré, comme on le rencontre actuellement, où ça peut complètement changer la donne. Pourquoi je faisais ce rappel historique? C'est que le débat en France sur on a besoin de logement, donc d'une offre de logement, je rentre après sur le sujet de la construction, mais l'idée qu'on a besoin de logement, c'est en premier lieu parce que beaucoup de personnes qui habitent dans notre pays sont extrêmement mal logées. Et tant qu'on n'admettra pas ça, on aura toujours ces débats très simplistes qui est faut-il construire ou pas. Les gens qui posent la question, c'est qu'en fait, eux, ils ont déjà fait le choix qu'il ne fallait pas construire, sinon ils ne se poseraient pas la question. Après, le sujet qui change un peu, c'est que d'une part, quand même, la question de la rénovation du bâti existant, elle commence à s'imposer beaucoup plus, certainement pas suffisamment, pas assez vite, et on le verra tout à l'heure qu'on a des enjeux financiers pour y compris l'améliorer. Mais pensez aussi que nous sommes un pays qui a un habitat ancien, quand je dis ancien, c'est avant la Première Guerre mondiale, extrêmement volumineux par rapport à d'autres pays. C'est aussi très lié à l'impact de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a aussi à gérer des bâtis très différents. Et aujourd'hui, par exemple, dans le débat qu'on a actuellement, enfin, qu'on n'a pas vraiment en fait, mais chez certains qui participent au Conseil national de la refondation, celui sur le logement, on a eu un point de vue gouvernemental ces derniers temps qui est de dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de construire plus, qu'en fait, il faudrait faire 230 000 logements par an et que ça suffirait pour répondre à la demande. Et de toute façon, rassurez-vous, la démographie tend à montrer que d'ici 30 ans, la démographie française va baisser et que donc, dans 30 ans, il n'y aura plus besoin de nouveaux logements. Ça vous fait une belle jambe si vous êtes mal logé aujourd'hui d'attendre 30 ans pour savoir comment vous allez vivre mieux. Donc on est en fait dans ces débats-là aujourd'hui qui sont extrêmement compliqués et avec aussi une opposition. Et moi ce que j'ai tendance à dire c'est qu'il faut une mobilisation sur tous les pans du sujet. Il faut là où il y a des besoins répondre y compris avec une offre nouvelle de logement, construction ou reprise de bâtiments qu'on reconstruit. Il y a des endroits où il faut rénover particulièrement le parc déjà construit et on le voit notamment dans les communes rurales où il y a du parc ancien extrêmement dégradé, où il y a beaucoup de précarité énergétique. Le sujet n'est pas de faire du neuf mais de permettre d'améliorer l'habitat. Et puis après, il y a quand même pour moi des priorités sur lesquelles on n'est pas au bout, c'est l'éradication de l'habitat insalubre. Il n'y a quasiment plus d'habitat insalubre à Paris parce qu'il y a eu un plan d'action dingue et d'envergure qu'on n'a pas eu dans aucune autre métropole. Donc on est quasiment au bout. Marseille, on peut en parler dans le détail, mais c'est quand même un énorme sujet. Mais vous allez à Aubervilliers, Saint-Ouen, Villeneuve-Saint-Georges, donc vraiment à 5 minutes de Paris. On est encore dans des
permanence très forte d'habitat insalubre. Et donc derrière, tout ce que ça génère en termes de mauvaises conditions de vie, échecs scolaires, problèmes de santé, et puis aussi d'exploitation des gens, parce que c'est ça qui se passe derrière. Et il y a aussi cette loi climat et résilience qui est un gros sujet en ce moment, et notamment, j'aimerais bien quand même qu'on aborde la question du ZAN, du zéro artificialisation nette, et après on pourra continuer sur d'autres sujets, mais la question de... parce que comment est-ce qu'on permet d'étendre les villes pour permettre la construction des nouveaux logements et en même temps cette place de la biodiversité. On a commencé, j'en parlais dans mon introduction, sur la question du social et de l'économie, de l'écologie. On ne peut pas faire de transition sociale sans accompagner les populations les plus précaires. Ce n'est plus un débat, mais de fait, c'est encore un débat, et sur la question du logement, on a encore l'impression qu'il y a cette opposition. Alors, d'une part, très clairement, ce phénomène d'étalement urbain et d'éparpillement, je pense que c'est intéressant d'avoir les deux notions. Ce n'est pas juste de s'étaler, c'est le fait de s'éparpiller, et donc que vous consommez un peu partout parce que vous émiettez les territoires. Donc, quelle que soit la manière dont ça a été écrit, et il y aurait beaucoup à dire sur l'application du ZAN et tout ça, mais l'idée de dire dans un texte de loi à un moment qu'il faut arrêter d'artificialiser, moi je pense que c'est extrêmement salvateur et c'est essentiel. La date c'est 2050, une première échéance 2030 oui, et ensuite voilà, 2050. avec plusieurs échéances, et de dire qu'on arrête de s'artificialiser. La difficulté que ça pose, c'est que comme ce texte de loi a été travaillé dans l'urgence et à mon avis n'a pas été assez concerté et mal travaillé, vous mettez un coup d'arrêt dès 2030, donc avec des effets de bord énormes. C'est que si vous êtes dans ceux qui peuvent artificialiser, les prix des fonciers vont être multipliés par 5, par 10, par 100. On a fait des millionnaires là récemment avec ce texte de loi. Et puis d'autres qui ne vont pas du tout artificialiser, qui vont être en difficulté. Par ailleurs, ça met tous les territoires sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire une commune qui a été très sobre, extrêmement frugale, qui n'a pas artificialisé pendant des années, va regarder ça de la même manière qu'une commune qui a fait des centres commerciaux et a rogné tous ces espaces naturels précédemment. Et là-dessus, moi j'ai vraiment, mais je le dis partout parce que j'ai encore eu un débat récemment avec Franck Boutet qui vient d'être nommé Grand Prix de l'urbanisme sur le sujet. L'arrêt de l'artificialisation, c'est la priorité. Et c'est pas un débat en fait. Enfin, on a suffisamment de fonciers entre les fonciers déjà bâtis, les fonciers en friche mais qui sont de la friche industrielle, des fonciers, des délaissés, tout ça. Ce qui est compliqué, c'est que c'est des fonciers souvent très pollués, notamment les fonciers industriels. Donc évidemment, ils sont beaucoup plus complexes à utiliser parce que ça coûte beaucoup plus cher, il faut beaucoup plus de temps. Mais on a beaucoup de choses à faire sur ces fonciers-là. Donc je ne crois pas, au global, hein, après on peut regarder sur chaque territoire, mais au global, en arrêtant d'artificialiser, on n'est pas bloqué. Et c'est là où en fait je pense qu'il faut assumer les choses. On peut continuer à construire et à faire de l'offre nouvelle de logement sans artificialiser. Il y a les dents creuses, donc les dents creuses, c'est ce qu'il y a, c'est des parcelles que vous avez entre deux parcelles bâties, vous avez des bouts vides, tous ces vides. Certains vides, vous pouvez les renaturer, mais d'autres peuvent être utilisés. Il y a la surélévation, qui est un débat extrêmement important, et pas qu'en ville, parce que plus vous surélevez quelque chose, ça vous permet d'avoir moins d'emprise au sol, et donc vous pouvez libérer en fait au sol de la place pour y compris de la végétalisation, de la renaturation, mais vous permettez quand même d'élever et donc d'avoir plus d'offres de logements. Et puis il y a la reprise de tous ces bâtis déjà existants sur lesquels on peut agir. Ce qui est difficile, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas être techno quand on discute sur ces sujets-là. C'est-à-dire on peut tous confronter des mètres carrés pleins, des mètres carrés vides, dire qu'il n'y a pas besoin de construire parce qu'il y a tant de mètres carrés de bureaux vides. Ok, c'est très facile de faire ça. Sauf que ce n'est pas parce que vous avez des mètres carrés de bureaux vides que vous pouvez les utiliser demain, tout de suite, que vous allez pouvoir les aménager tout de suite en logement. Donc la question, c'est d'être une sorte d'agilité, d'aller sur tout ça. Mais par contre, qu'à un moment, on assume d'artificialiser, c'est essentiel. Je veux simplement dire une chose. Quand on parle aujourd'hui du ZAN et de l'artificialisation en France, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont très opposés à la question de la production de logements, notamment abordables, ils utilisent toujours l'idée du ZAN pour ne surtout pas faire, notamment de logements sociaux, ou de programmes très maîtrisés d'un point de vue de la spéculation. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas le logement qui a artificialisé le pays quand même s'il y a les zones pavillonnaires qui sont très discutables.
la palanquée de centres commerciaux. Est-ce qu'on peut discuter du nombre de mètres carrés de centres commerciaux en France? On est un des pays les plus rongés par ça. Les parkings, des infras inutiles, des infras autoroutières qui ont extrêmement pris beaucoup d'emprise. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis assez d'accord, enfin je partage, vous l'avez entendu, ce principe sur la non-artificialisation, mais aujourd'hui, c'est ce qui m'est opposé quand on ne veut pas faire de logement social. Et c'est ça que je dis à chaque fois, c'est que moi je ne souhaite pas que les arguments qui défendent une vision notamment très environnementaliste, et c'est très bien, de la ville de demain, soient utilisés contre l'idée qu'il faut faire du logement notamment abordable. Et il faut qu'on soit très attentif à ça. Aziza Akmouche, est-ce que vous avez un exemple dans les pays sur lesquels vous travaillez de débats qui seraient un peu similaires ou des pays qui auraient plus d'avance par rapport à nous? Alors, peut-être que je vais partager quelques chiffres parce que du coup, j'ai pris les dernières données de l'OCDE en matière de logement et rebondir sur ce que disait Emmanuel sur la pertinence de la problématique dans les pays avancés en général. La question que vous posiez sur le poste de dépense que représente le logement pour les ménages est essentielle, puisqu'en réalité, c'est de loin le premier poste de dépense courante. Ça vient avant l'éducation, avant les transports. En moyenne, dans les 38 pays de l'OCDE, plus de 22% des revenus, toutes catégories de revenus confondus, vont à la dépense logement. Alors après, quand on regarde dans les détails, on voit que pour les catégories intermédiaires, on est à 30%, mais que le coût du loyer, par exemple, représente plus de 40% des revenus pour un ménage sur 3 aujourd'hui dans les catégories les plus vulnérables. Donc en fait, les moyennes masquent de très grandes disparités, mais reflètent quand même des tendances. Et les tendances, elles sont très claires. On voit par exemple que le coût du foncier dans les 38 pays de l'OCDE sur les 10 dernières années a augmenté de 40%. On voit que le prix du loyer moyen dans les pays de l'OCDE, depuis 2005, a augmenté de 50% en termes réels. On sait qu'acheter une maison dans un centre-ville coûte en moyenne 30% de plus que dans les zones périurbaines, sachant que là aussi, ce qu'est une zone périurbaine en France n'est pas ce qu'est une zone périurbaine aux États-Unis. Donc je pense que ces données, elles montrent des tendances qui... c'est vrai, aujourd'hui intéresse de plus en plus les décideurs au niveau local et au niveau international parce qu'on se rend compte en fait qu'on ne peut plus procrastiner sur le sujet. C'est vrai que la France a longtemps été caractérisée par un mal logement dans la zone OCDE comme pays où pendant longtemps finalement l'urbanisation était de suffisamment bonne qualité pour générer du développement économique. Et ce n'est pas le cas de tous les pays de l'OCDE. On prend par exemple la Corée, le Japon, on sait que l'urbanisation est allée de pair avec le développement économique. Ce n'est pas le cas si on va en Colombie, au Mexique ou même au Chili, dans d'autres pays de l'OCDE où les coûts de l'agglomération, la qualité de l'air, la pollution, toutes formes confondues, les questions de congestion automobile, l'abordabilité du logement, etc., ont été supérieurs à ce qu'on appelle les bénéfices de l'agglomération et qui expliquent que les gens se concentrent sur des territoires. Donc c'est vrai que pendant longtemps, les pays où on avait une très bonne qualité d'urbanisation, en réalité, n'avaient pas la problématique du mal logement comme étant la boussole ou en tout cas le sujet prioritaire pour les décideurs. C'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la dernière enquête qu'on a réalisée auprès des 38 pays de l'OCDE, les 2/3 nous disent que la question du logement est essentielle dans la politique publique et doit devenir une priorité. Alors, ça m'amène au deuxième angle de votre question tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'on évolue sur ces réflexions, construction, rénovation. Je pense en fait que ce que l'on voit, c'est qu'on ne peut plus aborder les problématiques de logement de façon émiettée ou éparse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, s'intéresser uniquement à la question de l'offre. Évidemment qu'il faut construire. Et des objectifs comme ceux qui ont été fixés en France, 500 000 logements, etc., permettent aussi de guider l'action publique. Mais on est obligé de regarder cette question de la quantité par rapport à cette question de la qualité également, notamment parce qu'on opère dans un environnement contraint, y compris géographiquement. Et c'est là où, avec des crises souvent d'ailleurs, et la guerre actuelle en Ukraine, et la crise énergétique qui s'ensuit, et la crise du pouvoir d'achat qui hypertrophie un certain nombre de problématiques, en général, agissent souvent comme des catalyseurs de tendance ou des accélérateurs de, à minima, conscientisation politique.
Au point que des choses qui peut-être pouvaient apparaître comme étant des préoccupations lointaines, la décarbonation des bâtiments il y a 20 ans, alors qu'on avait déjà en place dans l'arsenal juridique, y compris de la Commission européenne, des directives, des politiques publiques qui disaient que ce n'était pas des problématiques de long terme, que ça pouvait générer des co-bénéfices aujourd'hui, ont été un peu relégués au second plan et deviennent aujourd'hui essentiels parce qu'on s'aperçoit que finalement ceux qui souffrent de cette non-décarbonation des bâtiments, c'est les plus vulnérables. Aujourd'hui, il y a 20% des ménages en France qui disent qu'ils ont du mal à se chauffer et à financer la rénovation thermique. Donc il y a en fait cette idée qu'il faut vraiment avoir une approche systémique, il faut regarder les questions de pas assez de logements, trop de logements sur certains territoires, ou en tout cas en inadéquation avec les besoins sur ces territoires, et de qualité, qu'il s'agisse de l'insalubrité, de l'habitat indigne, mais aussi de ces questions d'efficacité énergétique. Et est-ce que vous avez des exemples, des exemples de pays, je reviens sur ma question de tout à l'heure, mais des exemples de pays aussi qui se posent un peu, peut-être des pays qui sont assez similaires aux nôtres, mais qui auraient une étape d'avant par rapport à nous sur un logement de qualité en disponibilité suffisante, mais qui se pose aussi beaucoup les questions de biodiversité dans la ville. Est-ce que vous avez des... Oui, alors la question de la décarbonation du logement et des bâtiments, elle est essentielle dans beaucoup de pays, elle occupe les décideurs dans beaucoup de pays de l'Union européenne, notamment aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut agir sur le stock, plus que sur les nouvelles constructions, et qu'on sait bien que l'essentiel des immeubles au sein de l'Union européenne aujourd'hui, 250 millions de logements, si j'ai bien compris, qui seront encore en usage à l'horizon 2050. Donc ça veut dire qu'il y a 30 ans, en gros, un peu moins aujourd'hui, pour accélérer ce phénomène. Il y a des pays qui ont fait des choses intéressantes. Par exemple, les Néerlandais, en lien avec ce que vous disiez sur la biodiversité ou les solutions fondées sur la nature, ont très vite acté, par exemple, que c'était non seulement une responsabilité en partage entre niveaux de gouvernement, mais surtout une prérogative pour laquelle il fallait vraiment mobiliser les collectivités territoriales avec des approches de voisinage, de conscientisation, de subventions très ciblées sur les territoires, en partant du principe que les collectivités territoriales, elles connaissent quand même mieux leur stock d'une certaine façon, au-delà du fait qu'elles possèdent elles-mêmes des bâtiments publics et peuvent agir avec les marchés publics et d'autres mécanismes sur cette transition. Donc il y a des choses intéressantes aux Pays-Bas, il y a des choses intéressantes aussi en Belgique, où par exemple on fait porter une partie du coût de la transition écologique et des externalités environnementales de l'étalement urbain aux promoteurs immobiliers, avec cette idée qu'on arrête de prendre des décisions de développement immobilier sur tel ou tel territoire pour ensuite demander à l'État d'y apporter l'eau, les transports et d'autres services publics, puisqu'on sait que ce n'est pas juste le coût du logement, c'est tout ce que ça suppose en termes d'investissement public. Donc l'idée derrière, c'est qu'il y a vraiment besoin d'avoir cette cohérence des politiques, qu'on ne peut pas penser le logement de façon sectorielle, isolée, et qu'avoir une volonté politique, ça veut dire avoir une politique nationale urbaine, qui n'est pas juste une politique de la ville ou des quartiers défavorisés, mais qui permettent de faire avancer logement, transport, services au sens large, de mettre les incitations fiscales là où il faut et de coordonner entre niveaux de gouvernement et entre ministères pour ce faire. Et donc transdisciplinaire, une activité qui ne sera pas juste sur le logement. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux de l'écologie, c'est de se dire que, voilà, c'est ce que je disais dans mon introduction, on parle de social, on parle de bâtiment, on parle d'énergie, on parle de bâtiment, et on a besoin de transdisciplinarité. Nicolas Détry, dans Yes Weekend, peut justement vous travailler à cette transdisciplinarité, à mélanger les différents corps de métier et de ne pas forcément être spécialisé dans un domaine, mais en tout cas d'avoir une certaine fluidité, ce qui amène des espaces, vos espaces, qui sont fluides. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est ça nous convient ressenti. bien. Donc effectivement, nous, notre organisation de société civile, on récupère des bâtiments ou des terrains, plutôt en ville, parfois aussi en zone non métropolitaine, mais surtout en ville. Et on profite des quelques années pendant lesquelles on nous les prête pour développer des mini-mondes le plus inventifs et généreux possible. Et le fait de les avoir pour peu de temps, ça invite à l'audace. Et on va réussir, on va faire deux choses en fait. On va répondre à des besoins immédiats en termes de logement, hébergement d'urgence, espace de travail, espace de lien social, espace d'apprentissage et de formation, parce que finalement là on parle du logement, mais si on bétonne la nature, c'est pas seulement pour du logement, c'est pour toutes les fonctions dont on a besoin au quotidien. Donc voilà, on répond à des besoins immédiats, mais et après il y a un deuxième niveau de lecture qui est que
quelque part, on vient faire la démonstration à échelle 1 sur des espaces qui sont très grands, hein, parfois plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, plusieurs milliers de mètres carrés. Et sur ces endroits-là, on montre d'autres manières de produire une économie, de produire une organisation sociale. Et un mot qui était important dans ce que vous venez de dire, c'est immédiat. C'est-à-dire que quand on parle de logement, on parle de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années sur la construction. Enfin, c'est très long entre, je ne sais pas si vous avez des chiffres de construction, mais c'est toujours très long entre les négociations, les plans, la construction, les recours, donc c'est très long. Et là, vous avez cette disponibilité de vous dire, on a ce terrain sur 3 ans, 2 ans ou quelques mois, on va faire maintenant, on va tester maintenant. Tout à fait. Et dans ce temps court d'appropriation de l'espace, on va limiter au maximum le mono-usage des mètres carrés et favoriser au maximum les espaces communs ou les espaces qui peuvent avoir plusieurs usages aux différentes heures de la journée. Et quelque part, quand on regarde nos différents projets, qu'ils aient lieu à Paris, à Marseille, à Roubaix, peut-être la première chose à regarder, c'est cette question de l'intensité d'usage. On parle de surdensité bâtie, mais on est très loin d'avoir une surdensité d'usage. Il y a beaucoup d'espaces qui sont soit vides ou non utilisés, et il y a encore plus d'espaces qui ne sont pas assez utilisés. Donc notre métier de créer des lieux très multiples, hybrides, communs, elle peut exister quand on part d'espaces vacants qui nous sont confiés, mais là de plus en plus, on travaille avec par exemple des théâtres. Là on est avec le théâtre de Chaillot pendant 2 ans. Ils ont des très grands espaces intérieurs qui sont peu utilisés parce qu'ils sont ouverts 1 heure avant le spectacle le soir. Et là aujourd'hui la mission qu'on se donne ensemble, c'est de se dire comment est-ce que ces espaces peuvent accueillir des moments de vie, des touristes, des riverains, des familles, des classes, des scolaires, des centres sociaux de Seine-Saint-Denis qui pourraient venir devant les jardins de la Tour Eiffel dans cette logique d'augmenter l'usage. Et il y a un partage social, vous faites venir des gens qui sont très différents. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place? Parce que ça, c'est quand même l'un des gros enjeux de réussir, et ça se voit bien aussi dans le public. On n'a pas encore, par exemple dans les médias, si je me situe, réussi à faire partager toujours les différents milieux sociaux, ce que vous arrivez à faire. Comment est-ce que vous l'avez mis en place? Avec qui est-ce que vous travaillez? Je reviens sur la question de la transdisciplinarité. Avec qui est-ce que vous travaillez? Alors, comment est-ce qu'on le fait? C'est une question de programmation, programmation spatiale. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce à telle heure? Et quand on fait une programmation d'activité qu'on spatialise, qu'on localise dans un bâtiment, dans un terrain, en fait, on a le pouvoir de quelque part décider quels seront les différents groupes sociaux qui vont venir faire usage de cet endroit, donc être en présence physique. Et après l'articulation de cette cohabitation des présences de différents groupes sociaux, il y a une partie, c'est vraiment un travail qui relève comme un jardinier. Il y a une partie qu'on peut contrôler parce qu'on choisit les fonctions et les usages dans le temps et dans l'espace. Et après, il y a une partie dont on espère qu'elle arrive. Mais la promesse, elle n'est pas tant que tout le monde se fusionne et devienne ami, mais c'est que par la cohabitation, en étant en présence dans un même endroit, il y a une forme de reconnaissance et puis d'apprentissage. Donc voilà, et la question quelque part c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Là, dans l'approche très quantitative, on se dit ok, il y a l'espace qui est déjà bâti, et franchement moi quand je me promène en ville, je vois une dette carbone. Ces endroits, tous ces bâtiments, ils ont été fabriqués, ils sont là, ils ont coûté de l'énergie, de l'extraction de matières premières, ils ont aussi coûté du travail humain aux personnes, et on a une forme de responsabilité à en faire usage. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on vient superposer différentes manières d'être dans ces endroits, on crée de la joie. Il y avait eu un ouvrage auquel on avait contribué, il s'appelait La ville patiente. Et la ville patiente, Emmanuel Cosset disait, il faut aimer la ville. Et comment est-ce qu'on fait pour aimer la ville? Il faut que ce soit patient, et pour que ce soit patient, le contraire de patient, c'est pas le loisir. Pour moi, c'est l'épanouissement. Et après, c'est une réponse peut-être individuelle de chacun, mais pour moi, m'épanouir, c'est découvrir des choses que je connais pas. En tout cas, c'est sûr, c'est sortir de la ville consumériste et publicitaire pour aller vers quelque chose dans lequel j'existe en tant que personne, où j'ai la possibilité d'avoir accès à des formes d'apprentissage et de réalisation. Et le soir, quand je vais me coucher, j'ai fait des choses, je peux repenser à ma journée, j'ai fait des choses intéressantes qui m'ont fait grandir, qui m'ont mis en lien avec les autres êtres humains, avec le vivant. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir accès
à ces formes de coproduction et de travail épanouissant en ville. Vous venez d'utiliser le terme de vivant, c'est l'une des choses que vous m'aviez dites au moment où on préparait cette table ronde, la place des différents vivants sur les espaces sur lesquels vous habitez, vous travaillez pendant quelque temps, donner de la place aussi à ce qui n'est pas humain. Donc, ce qui n'est pas humain, c'est le végétal et l'animal. Sous la terre, ce qu'il y a sous le béton. Éventuellement d'autres choses encore, oui. Mais c'est l'enjeu de laisser la place, que tout ne soit pas programmé, ni en termes physiques, mais même en termes d'identité d'un espace, que l'endroit puisse se construire et trouver son identité petit à petit. Après, de manière très concrète, sur nos espaces, nous, on essaye que ce soit accueillant pour les animaux. Donc quand on est des terrains en ville, c'est des ânes, des chevaux, parfois des chèvres, mais les chèvres elles mangent tout, alors c'est plus compliqué. Et puis dans des bâtiments en ville, les chiens, les chats, il y a même des personnes qui vont au travail et qui nous laissent leurs chiens le matin à la cantine solidaire du rez-de-chaussée, dans des bâtiments où il y a des foyers d'hébergement d'urgence, des bureaux, des locaux, un atelier de poterie. Il y a aussi des animaux qui passent la journée avec les personnes qui sont là. Et je trouvais intéressant de vous avoir autour de la table parce que ça peut peut-être être très éloigné des objectifs, enfin, pas des objectifs, mais en tout cas de ce qu'il y a dans votre quotidien, par exemple Emmanuel Cos, mais en même temps ça permettait aussi de voir d'autres choses, de voir d'autres modèles, et d'où les différentes échelles entre vous, Emmanuel Cos, Aziza Akmouche et Nicolas Détry. L'une des questions que j'avais, c'était sur la question de la formation dans les domaines du bâtiment, dans la rénovation, et autant quand on parle de climat, de biodiversité, d'évolution, quand on est face aux études qui sont faites, on peut prendre conscience des choses. Est-ce que dans le bâtiment, les entreprises à plus ou moins grande échelle sont prêtes à ces changements pour intégrer la question du dérèglement climatique ? Pardon, je vous pose la question parce que je vous ai déjà entendu prendre parole dessus, mais je sais que vous ne représentez pas, mais comme vous y travaillez et comme vous... Enfin... Non, mais il y a deux choses. D'une part, les exigences aujourd'hui des collectivités locales qui vont de toute façon donner des permis de construire ou des permis de chantier, enfin toute la réglementation, ont des exigences qui sont très nouvelles, très différentes et salvatrices. Complexes, hein, je ne vous cache pas que... les réflexions actuelles ou même demain le PLU de Paris bioclimatique pose des nouvelles manières de penser qui ne vont pas être résolues comme ça, mais de dire on veut de la pleine terre, on veut que ce que vous allez amener soit compensé et que vous ne participez pas au réchauffement. Oui. Bon, toutes ces choses-là sont à mon avis essentielles et extrêmement intéressantes. Après, vous parlez du bâtiment, il y a plusieurs choses. Le secteur du bâtiment, en plus, c'est un secteur extrêmement compliqué parce que derrière des très grosses entreprises, alors là je parle du secteur français, hein, vous avez des grandes majors de travaux publics, et puis vous avez, et c'est l'essentiel du travail, c'est des artisans. Oui. C'est des PME, donc le gros sujet de la formation dans ces PME, c'est qu'ils sont en général en moyenne à 2 ou à 3 et que donc la formation est assez faible. Donc ça, c'est pour ceux qui sont qui font. Et puis après, il y a quand même une évolution très forte, et ça, je ne veux pas trop parler parce que j'ai plus l'âge de faire des études, mais j'ai vu que notamment les étudiants en architecture dans plusieurs écoles ont commencé à soulever cette question-là par rapport à leur enseignement. Enfin, ça fait longtemps qu'en plus, il y a toute une génération d'architectes qui sont aussi urbanistes et paysagistes, donc on voit des évolutions énormes. Et puis on voit aussi tous ces ingénieurs, ces jeunes ingénieurs qui ont des formations, là je le dis franchement, des formations que nous n'avons jamais eues, et y compris, moi je vois des jeunes de 25 ans qui sont beaucoup mieux formés parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit sur ces questions-là beaucoup plus forte. Bon, ça c'est une chose, mais après il n'y a pas que la formation, il y a ce qu'on en fait. Oui. Ce qu'on en fait, et puis la question c'est qu'est-ce qu'on estime comme prioritaire, essentiel, et qui va devoir... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est la biodiversité, c'est juste pour colorer nos projets ou ça fait partie de sa définition même. Et ça peut faire partie de la définition même ? Oui, je pense que... vous savez, c'est comme l'écologie par rapport... Enfin, je pense au débat qu'il y a eu vendredi soir où j'ai assisté. L'écologie, c'est pas la Koski du reste de la politique, quoi. Donc...
La question, c'est qu'aujourd'hui, quand on est dans l'acte de construire ou d'occuper, d'ailleurs, parce que c'est pas juste que construire, hein, on vient de parler de la question de l'usage, on peut se poser la question de c'est quel va être notre impact sur les enjeux de biodiversité, sur les écomatériaux, sur l'eau, parce qu'on en parle très peu, mais la question de l'eau dans le bâtiment, elle est extrêmement importante. Mais c'est aussi les programmes de logement qu'on peut apporter, ils sont dans quel schéma de ville ? On en a parlé, la question des transports, la question des déchets, enfin, il y a tous ces sujets-là qui sont liés. Et c'est vrai, alors ce qui est compliqué, c'est que c'est plutôt les collectivités et les aménageurs qui vont nous amener en fait à améliorer nos projets quand on est dans des visions globales. La difficulté, c'est quand vous travaillez au bâtiment. Moi, si j'ai un programme de logement social d'une centaine de logements sociaux, si j'arrive pas à travailler en interaction avec ce qui est autour, c'est extrêmement compliqué. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on est quand même beaucoup dans des juxtapositions. Et puis, il faut aussi avoir en tête, et ça, je pense que c'est une évolution culturelle qui n'est pas encore faite, notre histoire du bâtiment, elle est très liée au béton. Et ça, c'est une histoire française, et qui est très liée, y compris aux grandes majors du BTP. Et je pense que objectivement, sans un peu de coercition et de l'incitation très forte, on n'arrivera pas en fait à sortir de cette idée du tout béton. Et après, c'est des réflexes. Des gens, par exemple, qui réfléchissent à des programmes de réhabilitation, c'est pas juste qu'ils sont amoureux du béton. Ils ont appris à réhabiliter des programmes en utilisant des matériaux qu'ils utilisent depuis 30 ans. Vous pouvez leur parler du fait qu'ils pourraient utiliser de la laine de bois ou d'autres choses. Tant qu'ils n'ont pas connu et qu'ils ne savent pas maîtriser cet outil, en fait, ils ne le savent pas. Oui, d'où la question de la formation. La formation, et puis même de la... Enfin, les choses ont beaucoup bougé, en fait, ces derniers temps. Donc, voilà, je pense que les choses sont un peu en train de changer, mais elles changent surtout par rapport, je pense, à la... Comment dire, à la conscience collective qui est déjà beaucoup plus forte. Ok. Premièrement. Ensuite, moi je vois bien, y compris dans une entreprise de logement social, quand vous recrutez des gens qui ont moins de 30 ans, si vous n'êtes pas de bon niveau sur les questions environnementales, ils ne viennent pas chez vous. Et ils vous le disent. Je ne suis pas sûre que ça aurait été le cas il y a 10 ans. Y compris, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent à fabriquer la ville, à la repenser et tout ça, qui arrivent aussi avec des points de vue beaucoup plus forts là-dessus. Et donc, je pense que ça bouscule évidemment tout le monde. La question qu'on doit se poser, c'est de toujours... Alors là, je parle du cas français. Comment trouver, en fait... comment est-ce qu'on arrive à agir et à faire beaucoup mieux et pas du tout comme le passé et où, en fait, où est la limite entre la capacité à agir et le fait qu'on n'y arrive plus? Ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, maintenant, il y a des nouvelles réglementations pour la fabrication des nouveaux bâtiments. On va très peu fabriquer de nouveaux bâtiments. Mais la réglementation environnementale dite RE 2020, donc RE 2020, elle est super intéressante. En même temps, je ne rentre pas dans le débat, mais est-ce qu'à un moment, l'idée, c'est de toujours avoir la réglementation la plus au top, la plus ceci, la plus cela ? Ou est-ce que la question est d'arriver à produire des bâtiments neufs ou réhabilités, parce que la question du poids carbone du bâtiment, elle est pour moi essentielle, et elle n'est pas comptabilisée. Il faut juste que vous ayez en tête une chose, il vaut mieux démolir financièrement un bâtiment et reconstruire du neuf que faire de la réhabilitation. Le poids carbone n'a pas de valeur marchande. Moi, je vous le dis très sincèrement, si je regarde que la question économique, alors d'autant plus pour un bailleur social, réhabiliter, c'est ruineux. Donc quand on le fait, c'est par conviction et pas que sur la question carbone. C'est que parfois on a des bâtiments qui sont ils sont tellement intéressants, on y vit tellement bien que la question est en fait juste de retrouver un confort, mais qu'on n'a pas besoin de démolir quelque chose qui n'a même pas 40 ans. Et c'est très important. La difficulté au plus, c'est que parfois on a fait du bâtiment quand même assez jetable, et ça, il faut aussi qu'on s'interroge là-dessus. C'est comment ça se fait que les bâtiments qu'on réhabilite ou qu'on détruit aujourd'hui, c'est des bâtiments qui parfois n'ont même pas 40 ans. On détruit peu. Nicolas parlait des grands voisins. Enfin, dans les grands voisins, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, on ne démolit rien. Ça a combien? 4 siècles au moins, même un peu plus. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus, on est face à ça. C'est que pendant longtemps, on a vraiment fait du bâtiment jetable. Et je pense qu'y compris, et vous le connaissez bien, c'est la maison individuelle des années 80 que vous connaissez, qui est d'une qualité extrêmement, extrêmement pauvre. Donc, je suis perdue dans ce que je voulais vous dire, mais ce n'est pas très grave. En tout cas,
enfin, vous parlez de la formation par rapport à ceux qui font, mais on ne peut pas, sur la question en fait, du logement et de l'aménagement, il faut penser à la formation de ceux qui décident, les élus locaux et les gouvernants. Et là, franchement, on est loin. On est loin parce que d'une part, on est face à une génération qui est en fait très peu ouverte malgré tout, même s'il y a des fortes évolutions, on est quand même très loin de la réalité, d'une très bonne compréhension des sujets. Par ailleurs, certains aujourd'hui utilisent ces arguments-là en fait pour gélifier, en fait, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-dire qu'il y a aussi certains qui pensent qu'il faut arrêter tout. Enfin, décélérer, enfin, c'est aussi des mouvements qu'on lit dans les mouvements écologistes, d'une décélération des choses, que peut-être on n'a pas besoin d'amener de nouvelles infrastructures, de nouveaux logements, de nouvelles offres. Et la question, c'est justement de trouver comment est-ce qu'on évite aussi ça. Parce que par peur de faire trop de dommages à la planète et à l'environnement, on pourrait aussi se dire que si on arrête de faire, c'est plus facile. Je pense qu'il faut qu'on s'affronte à la complexité de savoir comment on agit sans créer plus de dommages, et donc par exemple de dommages d'empreinte carbone, mais il y a aussi la question de la biodiversité, parce que moi je ne veux pas réfléchir qu'au niveau carbone, sinon c'est une manière de vraiment simplifier les choses. Il y a la biodiversité, il y a l'eau, et il y a la question des inégalités sociales, que je mets au même niveau que les sujets de l'empreinte carbone. Parce que moi, demain, je suis capable de vous faire la ville la plus écolo, zéro tout, qui va rien émettre, qui va être ultra sobre, qui va être le top du top de la doxa environnementale, et qui sera la plus nulle en termes de réduction des inégalités sociales. Et quand on parle logement, on parle de ça. Quand on parle de ville, on parle de ça. Pourquoi la ville a été longtemps un schéma d'émancipation? Parce que c'était un des lieux où il y avait un creuset social. C'est plus le cas aujourd'hui. Les villes sont beaucoup plus ségrégées aujourd'hui, malheureusement. Mais la ville, ça a été pour beaucoup aussi un lieu des possibles, quel que soit son niveau social, et justement un lieu où on avait réussi à quand même un peu limiter les inégalités sociales. Et je pense que l'enjeu, c'est aujourd'hui comment on recrée ça, tout en respectant et en allant plus loin sur les enjeux environnementaux. Aziza Akmou, je vous ai vu prendre beaucoup de notes, donc j'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire, et aussi sur la question à la fois financière. Il y a un bâtiment, c'est plus intéressant financièrement de le détruire que de le réhabiliter. Peut-être les décisions qui sont prises à l'échelle de l'ECD, enfin les décisions prises ou les propositions qui sont faites et les débats qui sont lancés. Je vous laisse la parole. Alors, je vais peut-être rebondir sur le point lié aux inégalités pour confirmer effectivement la tendance qu'on observe dans quasiment tous les pays de l'OCDE, où on a une corrélation directe aujourd'hui entre la taille d'une ville et le niveau d'inégalité et de ségrégation spatiale. Aujourd'hui, dans des villes comme Londres ou Baltimore, par exemple, vous pouvez avoir jusque 20 ans d'écart en espérance de vie en fonction de votre code postal ou de votre station de métro. Donc ça pose effectivement la question du vivre ensemble et du bien-être multidimensionnel dans les villes, et notamment les grandes métropoles qui effectivement ont été créées pour ça, pour fluidifier les interactions sociales, favoriser l'hyper-mobilité, l'accès aux opportunités, et au-delà de la productivité et de l'emploi, à toute une pléthore de services. C'est une réflexion d'ailleurs que la Covid-19 et la remise en question d'un certain modèle urbain dans beaucoup de pays a aussi remis sur la table. Ce que doit être la ville de demain, et comment est-ce qu'on réduit ces inégalités, ou en tout cas les risques accrus d'inégalités, y compris autour de discours que l'on a vu émerger ou avoir le vent en poupe, qui relèvent par exemple de cette ville du quart d'heure, qui, si elle est déconnectée de son environnement immédiat et lointain, devient elle-même une source d'inégalités. Donc effectivement, la transition écologique, elle doit aussi se penser à l'aune de ces inégalités pour ne pas laisser la place à des discours qui parfois sont un peu trop élitistes et déconnectés de ce que sont les réalités sociales et territoriales. Sur la formation, j'ai trouvé les propos extrêmement intéressants, parce qu'en fait, ce que l'on dit aujourd'hui sur la nécessité d'adapter la formation en matière de transition écologique, on pourrait le dire pour toutes les grandes transformations globales auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Quand on prend par exemple la numérisation de nos sociétés, la robotisation de nos sociétés, c'est des questions qui se sont posées. Le futur de l'emploi, quand on pense aujourd'hui au nouvel équilibre en matière de mondialisation, à la réindustrialisation qui devient nécessaire sur certains territoires, aux relocalisations, etc., se pose aussi la question de la formation et de l'adéquation des systèmes et des travailleurs en place par rapport à ces tendances-là.
Et il y a, à mon avis, un point commun dans les réflexions qu'on a avec les pays de l'OCDE aujourd'hui, qui est de dire qu'on sera d'autant plus à même de répondre à ces tendances futures en investissant aujourd'hui dans la formation et le capital social et le capital humain, si on répond à 3 grosses conditions. La première, c'est de faire de la prospective, pour qu'on puisse identifier en amont les besoins et qu'on arrête de mettre des rustines sur les chambres à air qui pètent, à gérer tout le temps les crises, alors qu'en fait, il faut qu'on apprenne à gérer le risque. La deuxième, c'est qu'on y mette l'investissement public nécessaire. Et alors, c'est dans un contexte fiscal qui est celui que l'on connaît, ça pose d'autres problèmes, et notamment en matière de logement, où on a constaté d'ailleurs une division par 2 de l'investissement public par rapport au PIB dans les pays de l'OCDE en moyenne. Alors en France, on est à 1,6%, mais c'est la fourchette haute des pays de l'OCDE. En moyenne, on est à 0,06% du PIB en matière de logement. Ça pose quand même des questions. Donc la responsabilité de l'État, parce que c'est des investissements lourds dont on voit parfois les bénéfices uniquement à long terme, de prendre aujourd'hui les décisions qui évitent de se retrouver dans des crises de vocation que l'on connaît dans le domaine médical, en matière d'éducation, et qui souvent sont d'ailleurs amplifiées par la crise. Donc ça, c'est la condition numéro 2. Et la troisième condition qui est commune à tous les pays, c'est de dire que finalement, la formation, ça n'est plus un investissement à un moment donné d'une vie. Alors c'est très bien ce que l'on a vu chez AgroParisTech et l'effet en cascade dans les grandes écoles et les systèmes universitaires où on se conscientise de plus en plus. La formation, c'est tout au long d'une vie, d'une certaine façon. C'est de la formation exécutive, c'est de l'investissement, et notamment dans les PME et pas uniquement les grandes entreprises. Donc je pense qu'on a besoin de cette combinaison un peu des 3 dimensions, l'investissement public, ce qui ne veut pas dire que les acteurs privés n'ont pas un rôle à jouer, la question de la prospective, et puis cette temporalité qui permet d'avoir un rapport plus dynamique à la formation et ce à quoi elle permet de répondre aujourd'hui. Sur la question de comment vivre la ville, comment la revivre, Nicolas Détry, est-ce que vous pourriez nous parler de l'exemple que vous êtes en train de vivre à Marseille sur le projet justement où vous êtes entre des logements sociaux et vos discussions avec la ville actuellement? Parce que je trouve que c'est vraiment incarné là dans une situation avec des bâtiments vides que vous pourriez retravailler. Enfin, Oui, c'est un bâtiment de 4000 m² près de la gare qui appartient à l'État, qui étaient des bureaux, qui n'étaient plus utilisés parce qu'ils étaient mal fichus. Et l'État a cherché un acquéreur et on sait très bien que ça prend du temps. La ville voulait peut-être l'acheter pour mettre une école, mais c'était pas sûr. Enfin, en tout cas, on est rentré dedans. Ça fait 5 ans qu'on est dedans. On a déployé 80 places d'hébergement d'urgence, à peu près 1500 m² de locaux artisanaux, entreprises, associations. Ça fait une quarantaine, ça fait 100 personnes qui viennent travailler là tous les jours. Et un tiers du bâtiment, il est non affecté à un seul usage, et c'est des espaces communs, une grande salle, un toit terrasse, une cantine. Et aujourd'hui, donc nous, ce qu'on a réclamé après avec la nouvelle mairie marseillaise, c'était qu'ils puissent l'acheter pour que ça reste domaine public, et que ensuite, deuxième étape, qu'ils nous confient le bâtiment avec un bail emphytéotique, enfin d'avoir un portage foncier pour qu'on reste en maîtrise publique, mais que nous, société civile, on continue à faire ce qu'on y fait depuis 5 années et qui se passe très bien avec tout le quartier. Et donc première étape, elle est gagnée, la ville fait racheter le bâtiment par son bailleur social, par Marseille Habitat. Mais la deuxième étape, c'est un peu dommage pour nous, mais quelque part... Donc ils nous sortent en gros et ils vont faire quelque chose où ils reprennent tous les éléments de programme qu'on a maintenant, la résidence sociale, ils rajoutent des logements sociaux, donc quelque part ça va quand même manger sur l'espace associatif, mais on met un accueil de jour en bas pour personnes de la rue et puis une cantine solidaire. Donc il y a un peu un double effet à la fois on a gagné, enfin, c'est un bâtiment qui aurait pu être juste des bureaux ou juste des logements privés, c'est 4000 m², ça doit être le programme le plus mixte de France dans un petit bâtiment comme ça. Mais quelque part, je vois que ce qu'on a transmis, c'est la juxtaposition des programmes. Mais derrière, nous, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a du commun. C'est parce qu'on a fait de cet espace une ressource et qu'on a passé beaucoup de temps et qu'on passe beaucoup de temps à faire en sorte que les personnes, les intérêts se croisent, s'expriment. Il y a beaucoup d'instances qui existent, beaucoup de coproduction à l'échelle des occupants du bâtiment, mais aussi avec le quartier, qui est un quartier populaire, le quartier de Belzins. L'arrivée n'était pas si facile, mais aujourd'hui, surtout avec le Covid, où on a fait énormément de grandes chaînes de solidarité, aujourd'hui, le projet a trouvé sa place. Voilà, donc on est entre les deux
et quelque part, c'est comme si entre deux immeubles, il y avait un jardin potager fait par des gens, et puis en fait il est beau, il marche bien, et la ville arrive et dit c'est génial, on va faire un jardin, et il rase tout et il replante des carottes. Et c'est pas sûr que ça remarche derrière en fait, parce que cette partie empuissantement de ce qui existe déjà, et là encore la ville, si on veut arrêter d'artificialiser, il faut aussi encourager ce qui existe déjà sans forcément avoir besoin de le repasser par beaucoup d'investissements financiers, donc carbone, et beaucoup aussi d'institutionnalisation parfois. Et j'avais, pardon, je ne sais pas si je peux faire une pirouette entre la question de la formation et la question de la propriété. La formation, quelque part, même le mot... pour moi, aujourd'hui, on doit plutôt se transformer que se former. Quand je parlais de formation, ce n'était pas forcément la formation initiale, c'est le fait d'avoir un métier, de se mettre à jour. Mais justement, je pense pour que ce soit un peu régulier, pour moi, la meilleure manière, nous, nos maîtres mots là-dessus, c'est les partenariats et l'immersion. Et les meilleures manières de se former et de se transformer, c'est de vivre des moments différents. Donc nos lieux, c'est à chaque fois des espaces où on peut vivre beaucoup de choses à vocation de formation. Et on était dans un schéma où on avait une carrière de 40 ans, où il fallait augmenter dans sa carrière, avoir un logement privé. Et tout ça, on peut sûrement le reprendre, avoir un autre rêve européen, où on va peut-être plus souvent changer de métier, acquérir davantage de savoir-faire, pas toujours habiter de la même manière, en fonction de si on a des enfants jeunes ou moins jeunes. Moi, je rêve que ce soit plus simple d'habiter de manière un petit peu plus superposée qu'aujourd'hui, et c'est très difficile aujourd'hui d'habiter en dehors du modèle classique. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça, il y a une appétit de transformer le rapport au travail, le rapport à la formation, le rapport au foyer, à la vie quotidienne, mais on est bloqué par le coût de l'espace. Aujourd'hui, l'espace, il coûte hyper cher. Et je trouve que c'est un handicap collectif majeur, et je pense qu'il n'y a pas de transition écologique tant que c'est aussi cher le logement et les espaces de travail. Il y a d'autres modes de propriété qui existent. Il y a des logements à but non lucratif, c'est 30% des logements à Zurich. Il y a les mécanismes de CLT là, qui permettent de séparer le foncier du bâti. Il y a de la propriété d'usage, il y a de la propriété collective. Nous, Yes We Camp, on n'a pas hyper envie d'acheter des bâtiments, mais on aimerait bien qu'il y ait des structures citoyennes qui puissent acheter les bâtiments pour faire des possessions de long terme, où derrière, nous, société civile, on continue à déployer nos projets. Une sorte de terre de lien, pour ceux qui connaissent, là où on rachète des terres agricoles avec de l'argent des citoyens, faire la même chose pour des espaces urbains dans lesquels on pourrait avoir ce mélange de travail et d'habitat, d'économie et de partage. Est-ce que vous vouliez réagir, Emmanuel Koch? Je vous l'ai vu réagir plusieurs fois, et après on passera le micro pour les questions. Non, sur ce que raconte Nicolas sur Marseille, je trouve ça navrant, mais je ne vais pas en dire plus, parce que moi-même, j'ai des programmes de logement très sociaux avec lesquels j'ai du mal avec la ville, donc c'est comme ça. Sur la question de la propriété, je pense que c'est aussi intéressant d'en parler, parce que je pense que la question de la richesse autour de la propriété, notamment dans nos villes, là je parle à une échelle française et de ces métropoles, et notamment le poids qu'a repris la valeur patrimoniale, en fait... On peut pas en faire l'économie d'avoir ça dans notre mode de réflexion, notamment quand on parle des enjeux par rapport à la ville qu'on va faire demain. C'est une ville qui est extrêmement spéculative, où il y a des forces en présence très dures pour nous opposer, pour s'opposer à la régulation. Moi, j'ai fait partie de celles et ceux qui sont battus pour la mise en place de l'encadrement des loyers. Dans les grandes villes, aujourd'hui, c'est à peu près... normalisé, même si je rappelle que ce n'est que sous une expérimentation, alors que ce n'est pas ce qu'on avait écrit dans la loi en 2014. Mais il faut voir ce qu'on a vécu pendant 10 ans juste pour faire de la régulation. On n'a même pas fait baisser les loyers, on les a régulés. Aujourd'hui, on a un débat sur la question de la régulation des prix de foncier parce que, comme le dit Nicolas, les prix sont tels qu'en fait, ça bloque tout. Et ça ne bloque pas que la question du logement. On a tous les débats sur la relocalisation de l'activité agricole, l'agriculture urbaine, la question des fonciers industriels. On l'a bien vu sur les enjeux de relocalisation de l'activité économique pendant le Covid. Une des raisons, c'est aussi la cherté des fonciers qui font que beaucoup de ces activités sont parties. Et donc, ça va aussi derrière vos réflexions sur la question de la propriété, qui en effet, telle qu'elle est conçue en France et qu'elle est en fait très libérée. Et avec un poids juridique, constitutionnel qui est quand même qui guide, qui dogme un peu tout ce que l'on peut faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé, en tout cas moi c'est un de mes combats, qu'on amène beaucoup plus de régulation. Très clairement, et quand je dis de la régulation, c'est-à-dire avec des modes de fonctionnement qui en fait vont contre les modes spéculatifs qui font que les biens peuvent
Enfin, il y a des biens qui ont pris plus de 60% d'augmentation de prix en moins de 10 ans. Enfin, il faut se rendre... Enfin, c'est quelque chose qui a fortement existé par le passé, qui s'était atténué et qui est revenu. Enfin, certains ont peut-être lu Thomas Piketty qui avait très bien expliqué ça, mais ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 20 ans, si vous n'avez aucun patrimoine et qu'on ne va pas vous en léguer, c'est-à-dire en gros si vos parents sont locataires et qu'ils ne vont jamais vous léguer un bien patrimonial, ou si vous démarrez à 20 ans avec du patrimoine, ça change tout dans votre vie, mais tout. Et y compris, moi qui, je le vois bien dans les parcours des locataires HLM, parce que sur donc 5 millions de logements, 11 millions de locataires HLM en France, les locataires HLM, il y a des gens qui sont pas riches, on va dire les choses très clairement, y compris, ils n'ont pas de patrimoine. Y compris, j'ai tout le temps, de la part des libéraux, des attaques sur le fait que les locataires HLM restent dans leur logement HLM. Bah, sans déconner, sans blague. Ils restent parce qu'ils ne peuvent pas en sortir. L'accession sociale à la propriété, des parcours résidentiels dont on n'arrêtait pas de parler pendant 40 ans, depuis longtemps, ça s'est arrêté pour beaucoup de gens. Et ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'y compris dans la jeunesse, la jeunesse qui va être confrontée à sa recherche de son premier logement autonome, on va voir la très très grande différence. Alors en effet, il y a des solutions. Il y a les solutions de démembrement, notamment qu'on a réussi à instituer et qu'on développe dans l'accession sociale à la propriété. Il y a aussi les modèles, et c'est le modèle du logement social en France, qui est qu'on construit des logements, mais qu'on les finance sur des prêts à long terme de 60 à 80 ans. Donc c'est sûr que les logements, moi, que je lance aujourd'hui, on aura fini de les payer dans 80 ans. Et c'est comme ça qu'on a pu constituer pour moi cette richesse de ces 5,6 millions de logements. C'est que, d'ailleurs, on commence à fêter les centenaires de beaucoup d'organismes HLM, mais c'est parce qu'on a pu étaler le financement de ces projets sur de très très longues durées. Mais ce qu'on a pu faire, je vous rappelle, sur le métro de Paris. Le métro de Paris, il a été construit sur un emprunt de 100 ans. Donc il y a 100 ans, on n'avait aucune difficulté à faire ça pour des infrastructures que l'on pensait essentielles. On l'a donc fait sur la propriété. Pour ces logements abordables, le logement social a été notamment fait pour accueillir les classes ouvrières qui quittaient la campagne pour aller peupler les villes et répondre aux besoins de l'industrie. On peut se poser la question demain, est-ce qu'on peut continuer à le faire? Je le dis d'autant plus que notre modèle français a été longtemps attaqué au niveau européen. C'est moins le cas aujourd'hui, on est beaucoup plus soutenu, mais pendant longtemps on a été attaqué par ce modèle justement d'une propriété au long cours. Et puis il y a la dernière question sur laquelle aujourd'hui, parce que c'est un peu ce que dit Nicolas, on rêve aussi de créer des capacités d'habiter qui soient moins normées, plus dans l'usage, où on puisse mélanger du locatif et de l'accession. Enfin, vous voyez des choses qui seraient en fait moins dans ces cases-là, sur lesquelles on a beaucoup de mal, très clairement, à le faire. Et pourtant, certainement qu'il faut aussi qu'on réponde aux modes de vie d'aujourd'hui qui sont très différents, avec une partie de la population qui est très mobile et qui est moins attachée à la question du domicile ou de la propriété. Mais en même temps, il y a aussi une population qui, elle, n'est pas du tout mobile. Et la crise du Covid l'a quand même rappelé, le logement des travailleurs dits essentiels, celles et ceux qui ont fait tourner nos territoires pendant que nous étions confinés. C'est essentiellement des ouvriers et des employés qui sont à moins de 1 700 € par mois et eux, ils n'ont pas de mobilité. Donc la question, c'est de savoir où est-ce qu'ils vivent et où, socialement, souhaitons-nous qu'ils vivent. Et là, vous avez deux schémas. Vous avez le schéma de ceux qui disent qu'ils doivent être proches de leur lieu de travail et donc qu'on leur fasse une place dans n'importe quel territoire pour qu'ils soient proches de leur lieu de travail, et c'est notamment le cas pour les personnels de santé, les personnels des crèches, les fonctionnaires de police, et ça crée en effet un sujet sur l'attractivité des métiers. Mais vous avez aussi une partie de gens qui ne le disent pas peut-être aussi ouvertement que je vais le faire, mais qui le pensent quand même. En gros, ils doivent aller là où le marché est pour eux, et donc en fait sortir de la ville. Et donc s'éloigner. Et donc s'éloigner, et c'est en fait aujourd'hui, et moi c'est ça qui m'a fait hurler dans tous les débats dans le secteur de l'immobilier au lendemain du Covid, tout le monde se gargarisait sur la vie, elle est changée, tout ça, et qu'ils avaient tous applaudi à 20h parce qu'il fallait soutenir ces gens-là. Ce sont les premiers à ne pas offrir de logement abordable pour des gens qui gagnent 1 500 € par mois. Et c'est une vraie question qu'il faut se poser, y compris dans des villes comme ici. Quand on s'oppose à un programme de logement social, aujourd'hui, quelles que soient les raisons pour lesquelles on s'y oppose, ça veut dire qu'on ne veut pas que l'aide-soignante qui travaille à la PHP puisse être logée à moins d'un quart d'heure de son lieu de travail. Et pour moi, c'est la question qui se pose aujourd'hui et qui est
absolument essentiel. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux bien que vous commenciez par le monsieur. Ah oui, pardon. Bonjour, Morad Aïtabouche, je suis journaliste. Juste une petite réflexion sur la question du jour. Faut-il arrêter de goudronner? Le goudron, c'est du charbon à 1000 degrés. Je suis pas sûr qu'on en fasse encore. Bétonner, peut-être, c'est peut-être la question. Il y a un sujet tabou aujourd'hui. Je crois qu'Emmanuel Cos en avait parlé à l'époque sur le Liban. Un quart de la population est migrante. On sait, grâce à François Gémen, qu'on va avoir, avec 0,1 degré de plus, à chaque fois 100 000 migrants supplémentaires. Donc la question de faut-il construire ou pas ne se posera pas, et elle ne se posera pas ni en France, ni en Europe. De toute façon, on devra loger les gens qui vont venir, qui sont aujourd'hui malheureusement dans des situations difficiles, à part les Ukrainiens, tous les autres qui sont venus, le plus souvent même ceux qui les ont hébergés, protégés, nourris, ont été poursuivis par la justice, ce qui n'est pas le cas pour les Ukrainiens, qui eux sont aidés. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable en France et en Europe d'accepter les migrants qui vont arriver pour des questions climatiques? Ça, c'est un vrai sujet parce que de toute façon, on va devoir cohabiter. Oui, vous avez raison. Et je pense d'ailleurs qu'on peut élargir la réflexion à toute forme de pression démographique qui sont parfois un peu déconnectées de la prospective que l'on fait ou que l'on ne fait pas en matière de politique publique. Par exemple, si évidemment on s'intéresse à la politique du logement, on ne peut pas négliger, dans un certain nombre de pays de l'OCDE notamment, qu'on a un vieillissement de la population qui lui aussi va avoir un impact sur la qualité et la quantité de logements le moment venu, et peut-être que des réflexions en cours sur la multifonctionnalité, la réversibilité, la chronotopie ou le chrono-urbanisme, la façon dont on repense la ville de demain peut améliorer l'usage du bâti existant pour compléter l'offre de logement et la politique de l'offre qui est nécessaire. Donc effectivement, les pressions migratoires, les questions de croissance de la population dans un certain nombre de pays, les questions de vieillissement démographique, mais c'est toujours cette idée qu'il faut regarder la problématique aujourd'hui sur un plan statique pour répondre aux problèmes qui se posent à l'instant T, mais aussi être en mesure de savoir comment ils vont soit s'aggraver, soit parfois, tu donnais l'exemple tout à l'heure de la problématique va peut-être se régler dans 30 ans pour certains, mais effectivement, c'est l'impact redistributif sur les catégories de population aujourd'hui, des solutions qu'on peut apporter à plus ou moins long terme. Bon. Alors, Tanguy Le Dantec, France Nature Environnement, GNSA. Là, sur cette conférence, c'est assez paradoxal. On n'a pas parlé d'écologie du tout. On n'a pas parlé de l'évolution du climat, de ce qui va arriver en 2050-2060. On n'a parlé que de l'atténuation, mais pas de l'adaptation, puisque vous avez fait une référence à François Gémen. C'est-à-dire qu'en ce moment, si on prend par exemple la densification de Paris, avec les canicules qu'on a des milliers de morts. Des milliers de morts. Donc on a chaque nouvel épisode caniculaire. Donc la densification, la surdensification d'une ville qui est déjà la plus dense d'Europe induit des problèmes environnementaux au niveau ingénierie. Alors j'enseigne l'ingénierie environnementale. Qui sont cataclysmiques. Et continuer mordicus à avoir un discours en disant que les questions sociales priment sur les questions vitales me semble totalement irresponsable et déconnecté de la réalité, pour dire clairement les choses. C'est-à-dire que si on... Les ICU, par exemple, c'est-à-dire les îlots de chaleur urbains qui se manifestent très violemment à Paris, résultent de l'accumulation de chaleur par les matériaux de construction. Si vous continuez de bétonner à l'infini la ville qui est la plus dense de Paris, vous allez
détruire la résilience climatique, aggraver tous les événements climatiques extrêmes qui vont se multiplier. Donc c'est là où il faut regarder ce qui va se passer en 2050-2060, c'est-à-dire tout ce qui permet de réguler climatiquement la ville et continuer encore une fois à avoir un discours pro-densification. Comment dire, c'est une question de contexte. Il y a différents seuils, il y a certains moments où la densification permet des économies d'échelle, ça a été mesuré il y a déjà plus de 20 ans avec des concepts comme la marchabilité ou des choses comme ça, mais au-delà d'un certain seuil et qu'on a complètement explosé à Paris, c'est irresponsable. Par exemple, vous parliez il y a peu là du comblement des dents creuses ou des choses comme ça. Ça, c'est très grave parce que cela pose un problème d'aération de la ville, c'est-à-dire de mitigation des polluants. On a un autre effet qui est très documenté scientifiquement, qui est l'effet de canyon urbain. Monsieur, est-ce que vous pouvez poser une question pour laisser tourner la parole? La question, c'est comment se fait-il que durant toute cette conférence, il n'a pas été question ni d'environnement, ni d'adaptation, ni de ce qui va se passer dans les villes. Parce que tout l'enjeu actuel, c'est-à-dire de refaçonner la forme des villes, c'est de reprendre en compte un monde dans lequel il va y avoir plusieurs degrés supplémentaires et un dérèglement climatique généralisé. Or, étrangement, alors qu'on parle de surdensité, il n'en a pas du tout été question. Personnellement, je ne crois pas avoir évité de parler d'environnement, d'écologie, mais chacun peut penser ce qu'il veut de mes propos. Et par ailleurs, je ne parle pas de la primauté du social sur la question environnementale. Je dis juste qu'il ne faut pas les dissocier. Et je ne crois pas à la primauté de l'environnement sur la question du social. Et moi, personnellement, je pense, et on peut être tout à fait être en désaccord tous les deux, qu'on ne gagnera pas le combat écolo si on ne gagne pas le combat social. Voilà, donc moi je veux les mener de front. Non mais je peux répondre ou en plus je peux pas, parce que alors là on est vraiment dans la caricature la plus totale. Hein. Enfin, vous avez parlé 5 minutes, laissez-moi répondre. Donc ça c'est... la caricature la plus totale. Eh bien très bien, si... écoutez, franchement... Non mais, donc moi je le regarde comme ça, et ensuite... Il y a une question quand même qu'on doit se poser aujourd'hui par rapport à la question du mal logement et de la pauvreté, y compris dans une métropole. Et je ne parle pas que comme d'une ville de Paris, mais dans sa métropole, dans sa globalité. La question, c'est quoi le message? On ferme les portes? Parce qu'il y a aussi cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a un surmoi, je suis désolée de le dire, des très bien logés qui nous expliquent comment on doit faire pour ne surtout pas densifier la ville pour qu'eux vivent bien, pendant qu'il y a des gens qui sont dans des bidonvilles. Moi, je vais vous dire ce qui me révolte actuellement, c'est qu'on a une reconstitution des bidonvilles partout en Île-de-France, et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Et y compris, et je n'ai pas terminé, mais... Eh bien, très bien, vous êtes spécialiste et moi aussi, et on a des points de vue différents. Et je n'ai pas dit, moi, vous pensez que je bétonne, c'est pas ce que je fais toute la journée, mais bon, je crois en plus que j'ai fait très attention au début, et je l'ai rappelé, j'ai jamais parlé de construction neuve. Et je le fais volontairement parce que je m'oppose tous les jours au discours de la Fédération française du bâtiment qui, elle, ne parle que de construction neuve. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail fondamental à travailler sur ce qui est bâti et déjà artificialisé. Mais oui, je pense quand même qu'il y a des endroits où il y a des dents creuses où sans couper l'aération, on peut le faire. De la même manière, et je sais que vous serez d'accord avec moi, qu'on a perdu l'habitude et la notion de regarder nos programmes de construction par rapport au courant d'air et que c'est une perte de savoir-faire alors que dans les territoires ultramarins, on le fait très bien. Et qui explique, y compris, qu'on a des quartiers qui ne respirent plus du tout, alors qu'on a eu des constructions dans les années 50. Vous avez un quartier formidable à Clamart, quand même, qui était un de ces exemples, qui a très bien, justement, été bâti autour de cette question des courants d'air. Mais sincèrement, vous voyez, cette virulence dans nos échanges, je pense que c'est ça le plus délétère. C'est qu'en fait, vous pensez tenir une vérité au nom de la préservation. Vous m'avez quasiment dit que j'étais une criminelle en puissance à terme, pourquoi pas? Mais déjà,
quand même, on ne peut pas se faire fi de la question qui se pose aujourd'hui de comment ça se fait qu'on a encore de l'habitat insalubre là autour de nous et qu'on n'arrive pas à l'éradiquer, notamment pour des questions de spéculation immobilière. Et puis après, il y a des reconquêtes à faire. Alors, on n'en a pas du tout parlé, mais ça fait partie quand même des enjeux écologiques, même si c'est un phénomène économique. La question de l'ubérisation des villes, de la prépondérance de la location saisonnière et notamment de la prédation des plateformes comme Airbnb sur nos villes, qui en plus fait une ville de consommation jetable et qui nous ont vraiment privés en fait d'énormément de logements et de bâtiments, est aussi un phénomène qui est très difficile à lutter aujourd'hui, mais qui est essentiel pour qu'on gagne le combat qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'on a aujourd'hui des gens qui en fait investissent dans nos territoires que pour produire un revenu de la location et qui sont fermés à tout, sont fermés au changement, sont fermés aux végétalisations, etc. Merci beaucoup. Rapidement, et après on aura une dernière question du public. Non, je vais être rapide, j'ai pas l'impression d'avoir assisté à la même conférence non plus. J'ai trouvé effectivement que, tant dans les exemples et les arguments qui ont été donnés autour des solutions fondées sur la nature, de la réintroduction de la nature en ville, les questions de biodiversité, on s'était aussi attardé sur les enjeux d'atténuation et d'adaptation. Mais je voulais réagir sur le triptyque, en l'occurrence le duo que vous avez suggéré sur l'aspect social et environnemental, et le transformer dans un triptyque économique, social et environnemental, et donner le point de vue d'une structure qui fait de l'analyse économique. Pendant longtemps, ce que l'on a observé dans les pays les plus avancés de la planète, c'est que la croissance était au cœur de la politique publique et des décisions en matière de politique publique. Croissance économique, attractivité, compétitivité, et ainsi de suite. Y compris dans le développement des métropoles, d'ailleurs, qui ont toujours été positionnées comme étant des enjeux, des engins, des véhicules de développement économique. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, toute cette croissance économique, je caricature évidemment, mais elle génère quand même des externalités environnementales énormes, et donc il faudrait quand même arriver à minimiser ex post ces externalités environnementales, parce qu'il y a des décisions très coûteuses qui ont été prises et qui ont des conséquences sur l'environnement. Donc on a commencé à voir l'apparition de concepts comme la croissance verte, pour commencer justement à dire il y a des co-bénéfices à l'action environnementale et continuer à garder une approche économique en matière de transition écologique. Et puis après, on s'est rendu compte que finalement, ce développement économique et ces externalités environnementales avaient des conséquences très fortes sur le plan social, et que finalement la pauvreté, les inégalités, c'est un peu la bombe à retardement qui met en danger, y compris la croissance future d'un certain nombre de pays. Donc on s'est dit, mais peut-être qu'on ne peut plus aujourd'hui appliquer des instruments économiques pour faire une transition écologique, par exemple la taxe carbone, parce qu'on n'a pas pensé exempter ces problèmes d'équité et de justice sociale. Moi, je pense que le choix, c'est un choix de politique publique que de gérer la séquence et la pondération entre ces trois dimensions. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas les dissocier. Que toutes les décisions qui sont faites aujourd'hui en matière de politique économique doivent penser en amont les conséquences environnementales, mais aussi les conséquences sur un plan social, parce qu'il ne peut pas y avoir de transition si on n'a pas ce niveau d'acceptabilité sociale et politique. Maintenant, il y a des choix de politique publique qui sont faits, qui sont plus ou moins idéologisés, plus ou moins assumés, et qui, quand ils sont faits dans la transparence, peuvent avoir aussi un intérêt dans le débat. Mais aujourd'hui, le développement durable, c'est la combinaison de ces trois composantes qu'on ne peut pas dissocier. Les questions de croissance économique, les questions d'externalité environnementale et évidemment les questions de justice sociale. Une dernière question, madame ? En tant que bénévole Terre de Liens, je ne peux pas, je pense qu'il est absolument indispensable d'arrêter l'artificialisation. En 1950, nous avions 72% de terres agricoles sur notre territoire, nous n'en avons plus que 50%. Si nous voulons produire un peu de nourriture pour nous nourrir nous-mêmes, il faut préserver les terres agricoles. Voilà, donc je pense que c'est une ardente obligation. Est-ce que vous pouvez poser votre question et on reprendra au passage la question de madame qui était derrière pour qu'on ait deux questions et qu'on puisse répondre et après terminer. Je pense qu'on peut quand même donner des points de vue, pas seulement des questions. Oui, tout à fait, mais voilà. Là c'est plutôt sur les questions pour faire tourner la parole, s'il vous plaît. Je prends juste une minute. Je pense que la transition écologique va avoir affaire à
nécessité de concilier des impératifs contradictoires qui sont tous très importants et que donc il faut essayer d'avoir, en fait, de s'inspirer peut-être de quelque chose comme ce qui a été fait après la guerre de 1945, quand le Conseil national de la résistance a remis en chantier un certain nombre de choses qui, d'un point de vue démocratique, avec une régulation assez forte, et donc sortir quelque part d'une soumission excessive au marché. Très bien. Merci beaucoup, et on va prendre la question de madame derrière. Et après, on arrêtera la table ronde. Merci, parce qu'effectivement, c'est pour des questions, pas forcément pour... voilà. Moi, j'avais 2 questions par rapport à ce que vous avez dit. Il y a 2 choses qui me paraissent incroyables. C'est comment est-ce qu'on peut contraindre les bailleurs sociaux à réhabiliter plutôt que reconstruire, casser et reconstruire, alors qu'on sait très bien justement que dans la problématique environnementale, casser et reconstruire, c'est un vrai problème qui n'a pas de sens par rapport aux enjeux. Et comment contraindre aussi peut-être certains habitent dans ces villes, hein, autour de Paris ou ces arrondissements qui refusent les logements sociaux. Comment en 2023, moi j'ai 57 ans, j'entends ça encore, ça me met hors de moi. Alors que monsieur, tout à l'heure, a été très désagréable avec les dames, est-ce que c'est parce que c'est des femmes que vous leur parlez comme ça? Moi j'ai été très choquée de votre manière de leur parler en tous les cas, monsieur. Sur votre question sur le logement social, donc à peu près 5 millions de logements, quand même vous le dire qu'il y a 1 million de ces logements qui sont classés en EFG, 80 000 en G, un peu moins de 300 000 en F, 800 000 en E, peut-être c'est 1,3 million là dans mes additions. Je vous dis ça parce que ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait on a le parc le moins énergivore de France, même si je trouve que c'est beaucoup. C'est juste pour que vous ayez en tête que le reste du parc national est quand même très très énergivore, puisqu'il y a par exemple, j'ai oublié un peu mes chiffres, mais les F et G doivent représenter entre 5 et 6 millions de logements, donc c'est beaucoup. Donc la loi climat résilience quand même donne un coup d'accélérateur très clairement aux bailleurs sociaux pour les réhabiliter, notamment parce que comme ils louent leur logement, vous le savez, avec la loi climat et résilience, s'ils ne sont pas réhabilités, vous ne pouvez pas toucher la recette locative. Donc c'est un moyen de coercition, moi, que je trouve assez intéressant parce qu'il a amené quand même une dynamique très forte. Après, je le dis quand même, l'État n'avait pas prévu de soutien financier aux bailleurs sociaux pour faire ça. Bah oui, non, mais ça aurait été trop bête de cette majorité de l'accompagner, mais ça a un impact. C'est-à-dire qu'il y a quand même un enjeu de modèle économique et qui se pose d'ailleurs sur l'habitat privé, même s'il y a tout ce qui s'appelle MaPrimeRénov' et tout ça, on voit bien qu'on a un enjeu du modèle économique de la rénovation du logement globalement. Mais ça n'empêche pas de faire. Après, il y a la question que vous posez sur notamment des programmes, alors c'est la question notamment des programmes de rénovation urbaine, mais pas que, quand on a des bâtiments où en effet, vous vous rendez compte qu'économiquement, il vaut mieux démolir. Il y a une partie des bailleurs qui aujourd'hui décident de ne plus le faire, mais ce n'est pas majoritaire encore. Et puis ça dépend aussi de ce que disent les élus. Parce qu'il y a aussi des élus qui vous disent qu'ils préfèrent que vous démolissiez plutôt que de faire un travail de... Donc la question est extrêmement complexe. Moi, je me dis, mais peut-être que je me trompe, que si on arrivait à valoriser économiquement le coût carbone évité par donc c'est-à-dire que ça rentre dans l'économie du programme de logement. C'est-à-dire qu'on puisse le valoriser économiquement à un moment. Ça serait beaucoup plus simple. En plus, ça rendrait visible, parce qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à rendre visible le coût carbone évité. Après, sur le respect de la loi SRU, comme vous le savez, il suffit d'aller dans quelques arrondissements parisiens pour savoir que c'est le cas. La loi, elle est très claire, les sanctions sont très claires. C'est à l'État de faire appliquer auprès des préfets, et ce n'est pas fait aujourd'hui. Ça a été fait par le passé, mais ça fait quelques années qu'en fait l'État est trop, à mon avis, conciliant avec les territoires qui ne font pas les logements sociaux qu'ils doivent faire. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre présence également aujourd'hui. N'hésitez pas, il y a une librairie exactement, notamment sur ces sujets-là, enfin en tout cas sur les sujets écologiques de biodiversité. N'hésitez pas à y passer une tête. C'est une association à but non lucratif. Et ensuite, l'idée aussi, c'est de pouvoir faire circuler les personnes sur place pour la prochaine table ronde. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.